Bonjour et bienvenue sur Bref de classe, le nouveau podcast de l'APAG, créé et animé par Nicolas Charles et Johan Chanoir. Sur celui-ci, vous trouverez des mises au point sur les nouveaux programmes de collège et de lycée, des bibliographies ainsi que des propositions pédagogiques. Bref de classe, une émission en deux parties. Tout d'abord, une présentation par un spécialiste des grands enjeux du thème au programme, puis ensuite un personnage et un document représentatif de la période. Document que l'on peut télécharger sur aphg.fr et le réutiliser en classe. Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast Bref de classe où nous recevons aujourd'hui Pierre Ageron pour une leçon de géographie sur les mobilités, leçon que l'on retrouve dans le programme de seconde. Alors Pierre Ageron est professeur en classe préparatoire aux grandes écoles au lycée Fustel de Coulanges à Strasbourg. Il est agrégé de géographie et il va donc nous présenter à la fois sur le fond mais aussi sur la forme tout ce que l'on peut dire ou en tout cas évoquer dans la leçon sur les mobilités. Bonjour Pierre. Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, on va évoquer les mobilités. Alors on va commencer peut-être par ce qui fait un peu peur aux collègues, puisque la plupart sont un peu comme moi, surtout des historiens. On va essayer de rentrer par une partie un petit peu plus ardue, mais en tout cas nécessaire, c'est-à-dire autour de l'épistémologie de cette notion de mobilité. Bien, donc on va essayer de rendre ça un petit peu clair, tout en sachant qu'effectivement la géographie passe par les définitions. Donc les définitions, c'est la délimitation des concepts. Donc je dirais, première chose, c'est que mobilité, c'est un terme qu'on entend partout, qui est une forte polysémie. Je dirais pour commencer, en prenant la définition du dictionnaire, tout simplement, la mobilité, c'est ce qui se meut, ce qui bouge, et en même temps ce qui est mu, ce qui est bougé. C'est à la fois une volonté et une capacité. Elle concerne tout aussi bien les individus et les groupes, et c'est ainsi que, en géographie, les mobilités ont été finalement un transfuge d'un concept sociologique. On parle bien de mobilité sociale, par exemple. Donc c'est toute aptitude à accomplir ou à subir un certain nombre de changements d'ordre social ou physique. Et donc, comme le dit ici Michel Lusseau dans L'homme spatial, elle traduit, la mobilité traduit la nécessité de résoudre le problème géographique fondamental de la distance, le fait qu'une réalité ne se trouve pas au même endroit qu'une autre, et comment donc l'atteindre. Et c'est ainsi que on voit déjà la première connexité possible avec le terme de mobilité, c'est-à-dire l'enjeu de l'accessibilité aux biens, aux services et aux personnes. Ensuite, je dirais que pour appréhender scientifiquement cette notion, oui, 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 allez-y. pour appréhender scientifiquement cette notion, je dirais que je vous proposerai la problématique suivante pour la délimiter. En quoi les mobilités sont-elles constitutives de l'habité au sens heideggerien du terme, et conduisent-elles à l'émergence du monde comme une échelle désormais pertinente des phénomènes spatiaux. L'habité, c'est sans doute un enjeu que les collègues connaissent bien, puisqu'il était au programme jusqu'en 2016-2017 au cœur du programme de seconde. En gros, l'habité, c'est évidemment la relation qu'entretiennent les hommes en tant qu'individus et en tant que groupe avec l'espace. Et donc, c'est comment c'est l'ensemble des pratiques qui sont liées à ce rapport à l'espace. Ainsi, je dirais que la mobilité, les mobilités proviennent en fait d'une triple acception de cette façon d'habiter l'espace. On pourrait qualifier, et ça rejoint les dynamiques de la géographie scientifique et de son développement dans les travaux universitaires. La géographie des mobilités a été historiquement d'abord celle de la géographie des circulations. Les routes,
les routes aériennes, les routes maritimes. Hein, donc c'est Roger Capotret qui en 1954 a par exemple fait un manuel sur la géographie des circulations. Hein, donc c'est une géographie descriptive. Mais ensuite, celle-ci a été complétée par ce qu'on a appelé, ce qu'on appelle encore la géographie des transports, qui a été largement, en lien avec une géographie appliquée, celle d'ingénieurs du corps des ponts et chaussées, qui montrait que effectivement les transports n'étaient pas seulement les flux, mais éventuellement l'ensemble des services qui pouvaient y être liés. Et puis, effectivement, au cours des années 80-90, tout cela a été englobé dans un grand ensemble épistémologique qu'est la géographie des mobilités. Hein, et donc, en ce sens, la géographie des mobilités est devenue un concept qui, pour un temps, fait consensus pour servir de fondement à la recherche. Hein, et donc, les mobilités, les personnes comme les marchandises, mais aussi les villes, si l'on suit, par exemple, le livre d'Alain Musset sur les villes nomades en Amérique centrale au XVIe, XVIIIe siècle, eh bien, tout ceci peut potentiellement être mobile. Alors, je dirais que, pour donner quelques exemples de travaux canoniques, vous avez les travaux de Moritz Volkovitch, qui, dans la géographie des transports dans les années 70, a donné un petit peu à Paris, et notamment à Paris 4, je crois, ou Paris 1, des éléments de mise en système de l'ensemble de cette géographie des transports, hein, qui montrait qu'effectivement, il fallait considérer tout ceci bien les transporteurs routiers, qu'il fallait considérer évidemment les différents c'est une géographie quantitative, hein, sur les flux qui étaient liés à ces déplacements. Néanmoins, ensuite est venu le temps de la géographie des mobilités. C'est celle qui est défendue encore actuellement par Jacques Lévy, qui montre qu'effectivement la mobilité est au cœur du processus d'urbanité. Hein, et donc, par exemple, aussi Georges Amar, qui a été un des directeurs de la prospective à la RATP, qui a montré qu'effectivement la mobilité s'effectuait selon des principes d'adhérence, hein, et donc de plus ou moins grande facilité de rapport à la ville, puisque par exemple la marche est la mobilité la plus ancrée dans la ville, et donc la plus ancrée au territoire, alors que les mobilités aériennes, évidemment, ne dépendaient officiellement, en tout cas physiquement, sur le plan terrestre, que d'un point de départ, qui est un aéroport, et d'un point d'arrivée, qui est un autre aéroport, avec une adhérence terrestre beaucoup, beaucoup moins forte, évidemment. Néanmoins, ce qui a mis au goût du jour encore davantage cette géographie des mobilités, c'était que, justement, contrairement à la géographie des transports, qui est très liée à l'action de l'État et à la planification, cette géographie des mobilités a émergé en tant qu'objet scientifique lorsque l'État s'est vu en crise, en tout cas en crise de planification. Hein, et donc, comme le disent Stephen Graham et Simon Marvin, lorsqu'on a assisté à un urbanisme de l'éclatement, Splintering Urbanism, qui a été un bouquin qui a été écrit en 2001. Et donc, désormais, par ce champ des mobilités, on regroupe l'ensemble de ce qui se rapporte au champ des déplacements, à la fois transport, tourisme et migration. Ce qui a comme conséquence théorique le fait d'insister davantage que les transports, donc qui sont plutôt une catégorisation générique, qui a l'avantage d'insister sur l'individualisation des pratiques de mobilité. Hein, à la fois individualisation des pratiques qui a deux conséquences. À la fois une massification des besoins, on le voit dans les flux touristiques, hein, plusieurs milliards de passagers aériens dans ces dernières années. En 2018, je crois qu'on était à 1,4 milliard de passagers aériens dans le monde. Massification des besoins, mais aussi des trajectoires, puisque désormais, ce qui compte, c'est pas de calculer véritablement les flux, enfin, on continue à le faire, mais ce qui est le plus intéressant, c'est évidemment de voir où les gens se déplacent, donc de quel point à quel point. Et donc, désormais, dans la géographie des mobilités, compte de plus en plus l'analyse des cheminements individuels ou de groupe.
Et donc là, par exemple, pour citer un exemple de recherche récente, c'est les travaux de Luc Wazinski qui montrent dans La ville 24 heures sur 24, qui montrent comment la métropolisation, un terme qui vous est déjà familier dans les brèves de classe, combien la métropolisation a permis l'éclatement des différents motifs et des différents types de mobilité. Alain Bourdin ne disait pas autre chose dans La métropole des individus. C'est bien cette individualisation qui a forgé la centralité de cette question des mobilités. D'autant que un chercheur allemand qui travaille actuellement en Suisse, Mathis Stock, STOCK, qui travaille à Sion, a montré que les mobilités contemporaines étaient largement marquées par leur polytopisme. En gros, pour faire simple, en fait, la multirésidentialité comme étant une des modalités essentielles des mobilités contemporaines. Et donc, ces mobilités multirésidentielles qui permettaient de faire territoire, et les mobilités qui d'abord semblaient relever du concept de réseau. Cet ensemble de réseaux tend à faire territoire. C'est ce qu'a démontré Mathis Stock dans ses travaux sur les mobilités touristiques multirésidentielles. Et donc, en cela, ces mobilités interrogent les concepts, des couples de concepts, réseau, territoire. Il faudrait relire effectivement dans ce cadre-là ce qu'ont dit Denis Pumin et Jean-Marc Hoffner dans le bouquin désormais classique Réseau et territoire, paru aux éditions de l'Aube en 96, mais aussi permet de réfléchir au couple théorique de la continuité-discontinuité, ou de la topographie, ou de façon plus simple, du rapport entre étendue spatiale, territoire et réseau. En cela, les mobilités interrogent la dialectique connexité-contiguïté et proximité-distance. Gabriel Dupuis, dans les années 90, a même parlé de territoire de réseau dans son livre L'urbanisme des réseaux. Et dans ce cadre, c'est lui qui a montré qu'effectivement, il y avait une dépendance automobile qui était induite par cet urbanisme des réseaux. Alors justement, Pierre, moi, il y a quelque chose que je trouve intéressant avec les élèves au niveau des mobilités, c'est de voir désormais, et c'est ce qui se fait de plus en plus dans cette géographie des mobilités justement, les représentations des distances et du temps. Hein, cette notion de distance-temps. Est-ce que vous pourriez la développer un petit peu? Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui... On y arrivait justement. C'est Jean-Olive Roux, dans son bouquin de la lenteur homogène à la rapidité différenciée, qui a permis de mettre en carte un petit peu cette notion de distance-temps. Il montre qu'effectivement, en fait, la mobilité n'est pas tant le déplacement en lui-même, enfin, il en fait partie bien évidemment, mais la capacité qu'ont les individus à modéliser, ou en tout cas à mettre en avant leurs différentes mesures et leurs différentes capacités à profiter des différents modes de transport avec des vitesses différenciées qui leur permet de construire des territoires différents. Si j'ose dire, si on prend effectivement, puisque finalement, si on reprend la formule classique, vitesse égale distance sur temps, c'est-à-dire que effectivement, multiplie V fois T, vitesse multipliée par le temps, eh bien on a des distances. Et évidemment, selon les modes de transport, les vitesses sont extrêmement variables. Et donc, en une heure, il a montré à partir de Rennes, par exemple, en une heure, eh bien, on estime que une personne, un individu, peut, bon an, mal an, faire 4 ou 5 km dans toutes les directions, alors que s'il prend un TGV, évidemment, il en fera 300 ou 320, mais il sera condamné, j'allais dire, à ne faire que Rennes-Paris et j'allais dire presque Strasbourg, Rennes-Strasbourg en 3 heures de temps. Et donc finalement, il n'y aura que des axes
Et donc c'est en cela que les représentations de l'espace-temps finalement confinent, ou en tout cas restreignent, la vitesse tend à restreindre les capacités d'accès à un territoire qui serait isochrone, c'est-à-dire qui serait, ou isotrope, comme vous voudrez, c'est-à-dire qui serait uniformément accessible. Désormais, la vitesse tend à privilégier certains axes, certains lieux, et donc à les faire fonctionner davantage en réseau. Pour les représentations, je dirais que pour les élèves, effectivement, l'objectif, c'est peut-être de faire créer une carte mentale, c'est des travaux de Stephen Gould déjà dans les années 80, pour montrer éventuellement quels sont les espaces qui leur sont plus ou moins familiers, et avec quel mode de transport ils peuvent être éventuellement atteignables et selon quelle durée et selon quelle fréquence. Puisque évidemment, la capacité d'atteinte d'un lieu dépend évidemment du mode de transport considéré, mais dépend aussi du service qui est associé. C'est-à-dire qu'effectivement, vous pouvez largement, vous pouvez faire du Paris-Limoges en train, sauf que vous avez 1 à 2 trains, 2 allers-retours par jour, alors que sur un Paris-Lyon, vous allez avoir un train toutes les demi-heures en heure de pointe. Donc, de fait, la capacité d'accès aux différents lieux est très fortement corrélée à la qualité et à la fréquence du service ainsi représenté. Et donc, ça modifie également l'espace vécu tel que défini par Armand Frémont et Antoine Bailly, c'est-à-dire un espace qui peut paraître du quotidien, si l'on considère que les nafteurs à longue distance, les Lyonnais qui seront à Paris ou les Marseillais qui seront à Paris le prennent tous les jours, c'est presque des TGV de banlieue, comme on peut le dire, comme on peut le voir sur Twitter, mais en même temps, sur le Paris-Limoges ou le Paris ou le je sais pas moi, le Nice-Bordeaux, on peut plus difficilement imaginer que ce sont des trajets du quotidien. Donc, eh bien, effectivement, les types de transport aussi influent, et les trajets aussi, les différentes origines destination influent sur le type de trajet potentiellement, j'allais dire, intégrable dans la vie quotidienne. Et c'est en cela qu'on passe d'un trajet du quotidien et à un trajet hors du quotidien, ce qui va nous amener effectivement aux questions touristiques, mobilité touristique. Merci Pierre, en tout cas pour cette solide introduction, on va dire, épistémologique et nécessaire, hein. Vous avez en plus brassé le nom de nombreux géographes. Alors on rappelle aussi que vous fournirez donc un petit document qui résumera le podcast pour permettre aux collègues de retrouver à la fois des notions et puis aussi des géographes, et que vous fournirez aussi une bibliographie qui vous permettra aux collègues d'approfondir un petit peu sur cette notion qui peut paraître simple, mais vous l'avez bien montré, elle est très diverse, et ça permet en tout cas de faire une bonne mise au point. Alors on va maintenant attaquer dans une deuxième partie, on va dire, ce que vous avez évoqué, c'est-à-dire les pratiques mobilitaires elles-mêmes, en commençant peut-être tout d'abord par le tourisme. Ça marche. Donc, si l'on s'intéresse désormais aux pratiques des individus, et notamment aux pratiques touristiques, il faut évidemment largement faire sa place à cette pratique spécifique qu'est le tourisme. Alors, en rappelant que le tourisme est défini internationalement par l'Organisation mondiale du tourisme, siégeant à Madrid depuis 1975, qui est un déplacement temporaire de moins d'1 an et de plus d'une nuit à vocation loisir, affaires et de travail également. Donc il faut bien se rendre compte que le tourisme d'affaires est inclus dans la dimension du tourisme. Néanmoins, effectivement, ce qui apparaît clairement, c'est que ce déplacement doit s'effectuer hors de l'ère d'influence, en tout cas hors de l'ère de pratique du quotidien. Il y a un arrachement au quotidien, et ainsi, dans son ouvrage L'invention du monde, Jacques Lévy, et notamment le chapitre qui a été formulé par Mathis Stock, montre bien, ce sera le diapo numéro 18 de ma présentation, la diversité des pratiques de mobilité touristique. Un tennisman français allant comme toutes les semaines dans un tournoi de tennis aux États-Unis, c'est évidemment une pratique touristique, même si elle est fréquente, mais c'est un déplacement hors du lieu du
quotidien et un déplacement dans des lieux qui ne lui sont pas nécessairement familiers. Par exemple, également, on a aussi effectivement l'ensemble des pratiques liées au tour opérateur, hein, des vacances organisées qui peuvent être effectivement liées à des vacances estivales ou alors à des pratiques individuelles qui sont liées par exemple au week-end urbain en Europe. Donc ces pratiques de mobilité induisent l'ensemble d'un système qui vise à organiser le déplacement hors du quotidien. Or, effectivement, dans ce contexte, le mode de transport, mais aussi la capacité d'accueil des lieux réagissent évidemment en système. Et il faut bien montrer qu'effectivement, le tourisme, c'est 1,5 milliard de tourisme en 2019, un taux de croissance annuel estimé en moyenne annuelle de 4,1%, et avec probablement, alors avec les événements récents, je ne sais pas, mais on estimait en 2000 1561 millions de touristes, donc 1,5 milliard de touristes internationaux en 2020. La part du long courrier, c'est-à-dire des vols qui excèdent 3 heures, concernait presque un quart du total de ces voyageurs. Hein. Et donc forcément, il est clair que les mobilités, dans ce contexte, les mobilités aériennes prennent finalement le cœur du pavé, hein, avec des taux, alors évidemment, avant la crise que nous vivons très, très actuellement, avec des voyageurs, des passagers, des taux de trafic aérien dans les principaux aéroports mondiaux, par exemple à Atlanta Hartsfield aux États-Unis, en Géorgie, hein, qui avait en 2019 des chiffres de trafic supérieurs à 107 millions de passagers par an. Beijing, Pékin, donc 103 millions de passagers. Dubaï, 89 millions de passagers, etc., etc. Donc, finalement, une massification et une volonté de créer finalement des lieux centraux du tourisme qui tendent à créer finalement des gradients entre centre et périphérie. Bon, évidemment, je ne reviens pas forcément sur la centralité des littoraux dans ces déplacements touristiques, mais qui permettent effectivement de montrer que les littoraux, en tant qu'interface, en tant que zone de contact entre mer et terre, permettent évidemment de développer des pratiques différenciées, que ce soit des pratiques de plaisance avec les marinas, par exemple de Port-Grimaud dans le Var, ou des pratiques liées à des pratiques de plongée, par exemple. Alors, les pratiques touristiques, évidemment, elles sont extrêmement, extrêmement diverses. Elles peuvent aller du tourisme de l'extrême, hein, tourisme sportif, à un tourisme, de vision, c'est-à-dire la capacité, en tout cas la volonté pour ces touristes, par exemple, de contempler des espèces animales comme l'ours blanc, par exemple, qui finalement sont désormais perçues comme des ressources touristiques à part entière pour des opérateurs qui sont spécialisés dans les voyages vers l'Arctique. Je pense par exemple à le tour opérateur Grands Espaces, un tour opérateur suisse, qui ne propose que des expéditions vers l'Arctique ou vers l'Antarctique. Alors effectivement, Pierre, je trouve que c'est très intéressant ce que vous évoquez là au niveau bien sûr du transport aérien. Je pense que pour les collègues, des études de cas autour de flux dans les aéroports, alors notamment bien sûr c'est une étude de cas très connue avec Dubaï et notamment les vols Emirates, permettent de retranscrire aux élèves une certaine notion, j'allais dire nouvelle de la mobilité, mais la mobilité, vous le disiez, à long courrier en tout cas. Et on voit effectivement qu'avec le document que
vous allez fournir autour du trafic des principaux aéroports, on a une mondialisation du trafic puisque on n'a pas véritablement, à part un petit peu peut-être les États-Unis, mais il n'y a pas de véritablement pays qui domine et on a comme ceci un éparpillement qui a tendance à montrer le développement, l'émergence de certains pays, alors notamment par exemple Beijing, que vous l'avez dit, qui est le deuxième maintenant aéroport du monde, puis Dubaï, le troisième, voilà, et Atlanta, qui est surprenant, mais qui est, parce que c'est un hub, le premier aéroport au monde en termes de trafic. Donc ça, effectivement, c'est quelque chose de très très important, et on voit qu'il y a une réelle évolution avec l'Asie qui devient aujourd'hui j'allais dire, une plaque tournante du tourisme aérien, en tout cas, du transport Tout aérien. à fait. Alors, très rapidement, parce qu'on ne va pas y passer 36 heures, mais très rapidement, en fait, ça s'explique. Vous l'avez dit, hein, je pense qu'il faut insister là-dessus. Les Américains, de toute façon, dans l'organisation de leur réseau aérien, ont été toujours en avance, puisque dès 1978 et l'Air Deregulation Act, qui a permis la libéralisation du ciel, c'est les premiers à avoir adopté ce fameux système de hub and spokes, de noyaux de noyaux et rayons, qui permettent d'organiser les flux dans une logique de rabattement puis redistribution. Et c'est ainsi qu'effectivement Atlanta, qui finalement est au cœur, même si la ville en elle-même n'est pas la ville mondiale comme New York ou Chicago, mais la ville était suffisamment proche des principaux bassins de consommation pour finalement permettre à Delta Airlines de concentrer puis de redistribuer ces flux vers l'ensemble des États-Unis d'abord, puis vers le monde entier. Et en fait, ce système de hub and spoke a été repris par l'ensemble des compagnies, que ce soit européennes, Lufthansa à Francfort, Air France évidemment à Roissy, mais il y en a beaucoup d'autres, et finalement a permis de diffuser ce modèle-là. Pour Dubaï, là, c'est un peu la même chose, sauf que évidemment, Dubaï ne réfléchit plus à l'échelle nationale comme Delta ou à l'échelle même continentale comme Air France, mais à l'échelle véritablement mondiale, puisque avec les nouveaux appareils, Dubaï s'est fait une stratégie en fait, de one step to the world, c'est-à-dire, en fait, eh bien, désormais, vous pouvez accéder à l'ensemble des points terrestres depuis Dubaï, puisque, eh bien, c'est 15 heures de vol ou 16 heures de vol vers l'Australie, c'est 17 heures de vol vers l'Amérique du Sud, c'est 7 heures de vol vers l'Europe et c'est une douzaine d'heures de vol vers les États-Unis. Donc, en fait, aussi, la croissance de Dubaï est accompagnée par les évolutions technologiques des appareils eux-mêmes, beaucoup plus résistants en termes de rayons d'action et beaucoup moins gourmands en termes de kérosène par passager, par kilomètre. Et tout cela, effectivement, a permis de favoriser effectivement ces lieux de relais, puisque Dubaï, finalement, est passé d'une stratégie de port de commerce sur la route des Indes, finalement, un truc assez classique du 19e siècle, à finalement une réinvention, mais du même type, pour l'aérien. Bien. Alors oui, effectivement, comme vous le dites, c'est véritablement les mobilités nouvelles avec l'aérien qui ont été une des raisons du décollage de Dubaï. Là-dessus, avec la compagnie Emirates qui, à force publicité, notamment dans les grands clubs de football, et ça les élèves connaissent bien en général, notamment les maillots du PSG pendant longtemps, ça a permis de faire de cette ville une vitrine véritablement des Émirats et une vitrine qui est due en grande partie à sa position géographique dans les mobilités nouvelles. Alors j'aurais aimé maintenant, Pierre, qu'on évoque des mobilités spécifiques qui sont dues à autre chose que le tourisme, qui sont dues aux migrations. Et si vous pouvez d'abord rappeler un petit peu ce que ce sont les migrations et puis développer là-dessus. Alors, les migrations, ce sont évidemment des déplacements de population hors de son, enfin, qui peuvent finalement des migrations qui sont de longue durée, puisque évidemment la différenciation entre tourisme et migration sont une différenciation temporelle. Moins d'un an, on est encore considéré comme touriste, plus d'un an, on est considéré comme migrant. Donc, évidemment, il y a là en relation avec un projet de vie spécifique. Projet de vie qui peut être une migration de type évidemment visant à fuir des conflits. Évidemment, c'est une migration de guerre, migration forcée,
mais aussi ça peut être des migrations choisies, qui peuvent être soit liées à des mobilités de travail, des migrations de travail, soit liées à des migrations qu'on peut qualifier de résidentielles, y compris lorsqu'on ne change pas d'État, mais lorsqu'on change de lieu de résidence à l'intérieur même d'un État. Et c'est ainsi qu'effectivement l'INSEE nous montre que les littoraux, notamment les littoraux de l'Ouest, bénéficient d'une très forte attractivité par l'immigration résidentielle au détriment de l'Île-de-France et des régions du Nord-Est. Mais néanmoins, ce que nous apprennent également les sociologues comme Alain Tarius dans les nouveaux cosmopolitismes et son équipe de Migrinter à Poitiers, de l'UMR Migrinter à Poitiers, c'est que l'immigration, notamment dans les pays des Suds, puisque en fait il ne faut pas se leurrer non plus, l'immigration, contrairement à ce qu'on peut penser, ne concerne que 3 à 4% de la population mondiale de façon très 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 large et concerne d'abord et avant tout des migrations de proximité. Des migrations de proximité, je pense par exemple à des migrations justement entre Syrie et Liban, Syrie, Turquie ou Inde, Pakistan, donc des migrations qui sont évidemment liées à des types de mobilité, la route, à pied, etc., mais qui ne sont pas forcément liées à des migrations à longue distance. Et ce d'autant plus que la mobilité liée aux migrations, comme le montre par exemple Dana Diminescu dans ses travaux sur les migrations roumaines, par exemple, en Europe de l'Ouest, elle montre que pour migrer, il y a la nécessité d'un capital culturel, social et économique préexistant. Il faut en fait une habituation progressive à la migration. Il y a effectivement plusieurs types, plusieurs degrés d'arrachement à la terre d'origine, et donc on estime qu'effectivement, c'est pour cela qu'on estime que en plus, les migrations et l'émigration d'un seul mot s'effectuent davantage en plusieurs générations, avec un passage vers justement des communautés nationales qui permettent de finalement faire un sas entre les différents types de migration. Alors oui, c'est vrai que c'est un sujet aujourd'hui que connaissent les élèves, qui est sensible, qu'on l'on voit souvent j'allais dire, dans l'actualité, avec notamment tout ce qui se passe autour des migrations, vous l'avez dit, hein, principalement de l'Afrique vers l'Europe. On peut penser aussi des pays d'Amérique centrale, avec toute la logique de Donald Trump de vouloir la bloquer avec un mur vers les États-Unis. C'est quand même quelque chose que les élèves connaissent et appréhendent. Alors, par contre, ce que vous évoquiez tout à fait, il faudrait peut-être y revenir un petit peu dessus, c'est l'appréhension par rapport aux migrations avec cette idée, et vous l'avez redit finalement, qu'il n'y a pas de submersion, de vagues submersives, j'allais dire, par rapport à ces migrants-là, et que ces migrations ne se font pas véritablement tout le temps on va dire, sur la longue distance, mais qu'il s'agit essentiellement de migrations proches, vers un espace proche, c'est-à-dire souvent de pays limitrophes, hein. Donc il y a... voire davantage même à l'intérieur même d'États, de même État. Et donc finalement les flux migratoires les plus importants finalement sont encore des migrations, j'allais dire, ce que certains ont appelé, enfin ce que l'historiographie française a appelé l'exode rural au 19e, début 20e siècle. Là, il est clair que par exemple en Mongolie, alors j'ai pas il faudrait retrouver l'article exact en tête, mais en Mongolie, on assiste à Ulaanbaatar, dans les périphéries de la capitale Ulaanbaatar, à une sédentarisation des nomades mongols par des constructions d'habitats plus ou moins informels en forme de yourtes, et finalement la recréation de leur mode de vie nomade en tant que sédentaire dans une périphérie urbaine d'Ulaanbaatar qui n'est pas qui n'est pas reconnu par l'État central. Et je pense qu'effectivement, ce qui est intéressant, c'est effectivement montrer en quoi ces migrations sont par définition d'échelle scalaire extrêmement différenciées et induisent également des pratiques extrêmement différenciées. Ce que je voulais également ajouter, et je pense que la plupart des collègues le connaissent absolument très bien, c'est évidemment insister sur la notion de diaspora, une dispersion géographique d'un corps social considéré comme une ressource spatiale. Et ça, c'est Emmanuel Mamoun qui a travaillé sur la diaspora chinoise, qui montre qu'effectivement, cette
fonction de la diaspora, c'est effectivement une fonction d'appui aux nouveaux migrants. Hein. Et donc, finalement, généralement, c'est très rare que l'on parte seul, en tout cas, on peut partir seul individuellement, mais en tout cas, on part très rarement tout seul sans avoir un point d'appui quelconque dans le pays d'arrivée ou dans la zone d'arrivée. Et donc, c'est en fait l'ensemble de ces circulations, hein, notamment à l'interview, se parle de mobilité circulatoire. Pourquoi ? Parce que effectivement, il y a aussi des mobilités de retour. Hein, et donc, ces migrations ne sont pas fondamentalement figées vers un pays d'accueil, pays de destination. Hein. La recherche a bien montré depuis au moins le début des années 2000 qu'on a bien plutôt une circularité et donc une fluidité dans ces circulations plutôt que finalement une fixation entre départ et arrivée. Alors j'aurais aimé, avant d'évoquer changer d'échelle, j'allais dire, comme vous l'évoquiez très bien, que vous nous présentiez, et ça l'actualité d'ailleurs nous le rappelle très très fortement, hein, puisque d'ailleurs tous les deux on devait enregistrer en présentiel et on le fait aujourd'hui au téléphone, c'est les mobilités, ce qu'on peut voir aujourd'hui, notamment des maladies, de la santé, qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? Et je pense qu'il y aurait de quoi pour les collègues développer parce que les élèves auront aussi des questions et la géographie peut en apporter. Alors, c'est vrai que je vous avais donné quelques documents, je ne les ai pas sous les yeux. Néanmoins, effectivement, il y a parmi la recherche, il est clair que, de fait, des actifs matériels, enfin en tout cas physiques, comme les personnes, comme les biens, mais aussi, je vais dire, immatériels, ou en tout cas comme les informations, mais aussi, et on le sait ô combien, les virus et les bactéries sont des agents transportables et qui se transportent. Et donc, je pense par exemple aux travaux de Jeanne-Marie Amatros sur les maladies parasitaires en Afrique. Je pense par exemple aux travaux de Roger Keel au Canada sur l'influence du SRAS dans les quartiers populaires de Toronto. Je pense par exemple également aux travaux de Fabrizio Macaglia sur les incidences de la saleté, donc de la non-délivrance des services sanitaires des poubelles en Sicile, et comme quoi finalement les agents pathogènes, hein, et donc sont aussi des agents qui circulent très très vite. Et on le voit bien avec cette crise que nous vivons actuellement, qu'effectivement, il est clair que pour revenir à ça, hein, le transport aérien est le premier vecteur de cette contamination. Alors, après, il y a tout un... dans la recherche, je ne sais pas comment on peut les réactiver par rapport à des exemples que les élèves connaîtraient, mais je dirais que, par exemple, il y a tout un pan de la recherche qui s'évertue à montrer, au contraire, par exemple, combien les mobilités sont aussi un enjeu de santé publique, au sens non pas de confiner les personnes, mais au sens justement de pouvoir les faire bouger. Hein. C'est Jean-Pierre Orfeuille qui disait pouvoir bouger pour s'en sortir, tout aussi bien en termes sociaux qu'en termes sanitaires, c'est-à-dire qu'effectivement, la mobilité est aussi un enjeu de santé publique au sens où elle induit effectivement une activité physique et je ne sais pas, par exemple, on peut le voir à l'échelle urbaine dans le réinvestissement des parcs urbains. Je pense par exemple au parc de la Courneuve, qui est le premier parc de Seine-Saint-Denis en termes de superficie, et combien ce parc de la Courneuve est devenu, Georges Valbon, hein, la Courneuve, est devenu le poumon vert de l'ensemble du département. Et donc, finalement, combien c'est aussi ces mobilités, ces micro-mobilités individuelles à l'échelle du département, voire à l'échelle de la commune, voire à l'échelle du quartier, induisent également des pratiques de santé qui sont disons bénéfiques. On peut inclure également dans ces pratiques mobilité et santé la fonction qu'ont par exemple les courses à pied. Évidemment, pas dans les perspectives ultra contemporaines et ultra actuelles que nous vivons, mais en tout cas la diffusion
donc de ces événements que sont les semi-marathons, les marathons, pour finalement diffuser une culture de ce qu'on appelle en mauvais anglais le running, ou en tout cas la course à pied, qui s'est diffusée comme pratique de santé. Voilà pour ce qui me concerne sur mobilité et santé. Je vous redonnerai les articles, parce que je ne les ai pas relus extenso avant de venir. Je vous redonnerai les articles qui s'y rapportent. Voilà. Je ne sais pas Oui, si vous voulez rajouter quelque chose. on mettra ça en lien effectivement, hein, comme on fait toujours sur le site apag.fr pour justement que les collègues puissent aller s'informer, puissent approfondir. Et vous avez fait la transition avec la suite. J'aurais aimé justement que vous parliez des mobilités peut-être plus quotidiennes, en tout cas qui changent d'échelle, celle de l'échelle urbaine, en montrant que parce que c'est celle qui souvent concerne les élèves dans leur quotidien. Tout à fait. Donc, c'est vrai que, première chose, c'est toujours un truc de définition, mais les géographes sont souvent des maniaques de les définitions. Souvent, on entend les élèves, les étudiants, parlent de migration pendulaire. Euh, mais je suis persuadé que les collègues font parfaitement la distinguo et essayent d'enlever ça de la tête, mais effectivement, parlons de mobilité pendulaire. Migration, c'est bien une mobilité qui est supérieure à 1 an. Et lorsqu'on fait de domicile-travail, évidemment, vu les circulations, on parle évidemment beaucoup plus de mobilité pendulaire ou de mobilité urbaine que de migration. Donc, pourquoi? Évidemment, fondamentalement, la ville, c'est, pour reprendre les termes de Jacques Lévy et de Michel Lussot dans leur dictionnaire de la géographie et de l'espace des sociétés, la ville, fondamentalement, se définit comme la maximisation de la coprésence. C'est-à-dire, en fait, à la fois sur la densité, mais évidemment aussi sur la diversité des personnes et des fonctions. Et dans ce cadre-là, la ville est fondamentalement le lieu de l'échange. Et donc, c'est pour cela que les villes, par définition, sont les lieux de mobilité à courte ou à moyenne distance, et donc des mobilités quotidiennes. Je dirais que on voit que ces mobilités quotidiennes, urbaines, eh bien, sont davantage diversifiées qu'auparavant, puisque les mobilités, par exemple, de travail, domicile-travail, alors c'est des chiffres un peu vieux qu'il faudrait mettre, qu'il faudrait remettre au goût du jour dans les travaux, par exemple, de l'INSEE, la Direction générale des entreprises. Je ne sais pas, je pense qu'on peut trouver ça de façon plus récente, mais j'ai pas réussi à les trouver. Par exemple, entre 1982 et 1994, donc sur 12 ans, les mobilités pour motif de travail ont augmenté uniquement de 2%, alors que les mobilités pour les achats, par exemple, ont augmenté sur la même période de 13%, ou les mobilités pour voir les relations familiales ou les relations amicales ont augmenté de 33%. Donc, finalement, évidemment, quand on parle de migration, de mobilité plutôt, de mobilité urbaine, il ne faut surtout pas le restreindre à des mobilités justement de domicile-travail, ce que font souvent pas mal d'élèves, il faut bien l'avouer. Et donc, fondamentalement, ça rejoint un concept qui a été formulé dès les années 60 par Henri Lefebvre, de droit à la ville, un sociologue marxiste, Henri Lefebvre, qui montrait que finalement, c'est bien la diversité des motifs de déplacement qui construit la citadinité et donc l'urbanité. Ainsi, finalement, les mobilités, qu'elles soient urbaines ou non, sont très fortement liées, comme vous l'avez dit et comme on l'a répété, au désir de mobilité, au désir varié de mobilité, mais aussi à sa capacité de mobilité et à son potentiel, à sa potentielle actualisation. Il faut bien insister sur la variabilité des échelles et des temporalités, mais aussi montrer que les mobilités sont aussi un effet de leur un effet déformant, ou en tout cas un effet révélateur des différentes disparités, voire différentes inégalités spatiales. Le géographe Jean Livreau de Rennes 2 parlant même de classes mobiles, c'est-à-dire celles qui ont les moyens, à la fois cognitifs, physiques et économiques, de maîtriser l'ensemble des possibilités que leur offrent à la fois les modes de transport, mais aussi éventuellement les différents réseaux qui soient justement à distance ou à proximité. Donc c'est en cela que les mobilités urbaines et notamment sont finalement extrêmement révélatrices
de ces différentes inégalités spatiales, et on le voit d'ailleurs dans la répartition des différentes lignes de transport urbain, où finalement la concentration des lignes de tram ou de bus dans les zones centrales ou péricentrales des villes ont un effet effectivement extrêmement discriminant par rapport à des périphéries plus éloignées. Et c'est bien tout l'enjeu ici, par exemple, et je pense qu'on peut l'introduire ici, l'enjeu, notamment pour les collègues franciliens, l'enjeu du Grand Paris. C'est-à-dire qu'effectivement, le Grand Paris permet, ou en tout cas, dans sa visée initiale, aurait permis de rééquilibrer ces infrastructures et donc ces mobilités de grande banlieue à grande banlieue. Et c'est bien évidemment le fait d'atténuer ce différentiel de potentialité de mobilité entre Paris-Centre et sa banlieue, voire sa grande banlieue, qui fait tout l'intérêt à la fois social, économique et j'allais dire de potentiel social, d'interaction sociale du Grand Paris. Effectivement, Pierre, ce que vous évoquez, on rejoint là la question spécifique du thème 3 de seconde qui est sur la France et les mobilités, qui est mobilité, transport et enjeux d'aménagement. Aujourd'hui, les mobilités et leur gestion à l'échelle d'une aire urbaine, c'est véritablement un enjeu d'aménagement relativement important, comme vous le dites, parce que si un espace est bien desservi par plusieurs types de mobilités différents, on a effectivement un espace qui se développe et inversement. Et ça, les élèves, je pense, le voient bien, hein, surtout avec peut-être si on peut être dans une banlieue par exemple, on voit bien que dès le moment où elle est moins bien desservie, la banlieue a tendance à être un peu plus en crise que si elle est beaucoup mieux desservie. J'aurais aimé, Pierre, en conclusion, sur cette thématique, je rappelle, hein, qui était pour le programme de seconde, des mobilités généralisées, que vous nous disiez un petit peu, que vous nous rappeliez cette approche multiscalaire qu'il faut avoir. Alors, l'approche multiscalaire, on peut partir de plusieurs facteurs. Je dirais que ce qui est le plus évident, et c'est ce qui est le plus, j'allais dire, connu peut-être par les élèves, il est clair que, après les travaux notamment de Jacques Lévy et d'autres, désormais, Michel Husseau, le monde, par les mobilités, le monde advient en tant qu'échelle pertinente d'analyse des déplacements. Ça, c'est tout à fait clair. Et donc, que désormais, si j'ose dire, l'effet de des réseaux aériens, ferroviaires, maritimes, qu'elles soient deux personnes, deux marchandises, d'informations, fait advenir l'échelle mondiale comme étant désormais une échelle à analyser en soi. Néanmoins, cette capacité de créer du réseau à l'échelle mondiale passe évidemment par des centres que sont finalement ces aires urbaines d'échelle régionale, qu'on appelle des régions urbaines. Je pense par exemple à la région de la Ruhr, à la région de la Randstad en Hollande, ou aux Pays-Bas. Je peux penser à la région du Grand Londres, etc., la région de la mégalopolis nord-américaine. Donc, ces mobilités à l'échelle mondiale s'appuient préférentiellement sur des nœuds régionaux qui, finalement, interagissent avec ce qu'on peut appeler, alors en termes maritimes, parce que c'est plutôt un terme de maritimisme, leur hinterland ou leur aire d'influence, qui finalement polarise et sélectionne ces différentes zones de très forte mobilité en créant finalement ce qu'on peut appeler des corridors de transport. Ces corridors qui sont ces espaces extrêmement denses qui centralisent ou qui, en tout cas, qui mettent en complémentarité des axes autoroutiers, des axes ferroviaires rapides ou non, voire des axes fluviaux extrêmement lourds qui permettent d'acheminer soit des passagers, soit des marchandises. Et donc, ça crée effectivement des écosystèmes régionaux qui finalement participent de ces mobilités mondiales. Et effectivement, ensuite, troisième niveau scalaire, évidemment, ce sont des inégalités, ou en tout cas les disparités d'accessibilité à l'échelle locale. Alors, je reviens un petit peu sur ce que vous avez dit juste avant, c'est-à-dire que il faut évidemment, il y a l'effet centre-périphérie, centre-banlieue, mais attention non plus à ne pas fétichiser la volonté d'avoir ou pas un accès.
c'est pas parce qu'on a un accès, notamment je pense à un accès autoroutier ou un accès à une gare TGV, que le développement va forcément se produire. Hein. Je pense par exemple aux gares TGV exurbanisées, la fameuse gare TGV Haute-Picardie d'Ablaincourt-Tessoir, hein, qu'on appelle la gare des Betteraves, hein, qui est située à 40 km de Saint-Quentin et à 30 km d'Amiens, hein, en plein milieu des champs de betteraves, littéralement. Hein, c'est pas parce qu'on a créé une gare TGV exurbanisée entre Paris et Lille à 40 km d'Amiens que forcément va se créer un pôle économique attractif dans cette gare. Donc voilà, il faut aussi avoir un œil un petit peu critique sur les discours, notamment des aménageurs et notamment des élus locaux qui tendent à vouloir absolument s'approprier une nouvelle infrastructure et à vouloir à tout prix l'avoir sous prétexte que ça va désenclaver leur territoire. Il faut quand même... Jean-Marc Hoffner parle de congruence, il n'y a pas d'effet structurant. Voilà, c'est ce que je voulais rappeler, c'est que dès 1992, Jean-Marc Hoffner, qui est aujourd'hui président de l'autorité d'urbanisme de Bordeaux, a bien montré que dès 1992, qu'il n'y avait pas d'effet structurant d'une infrastructure vers le développement, mais bien un effet de complémentarité entre une dynamique économique préexistante et une infrastructure nouvelle qui sert également à entretenir cette dynamique positive. Bien, Pierre Ageron, on vous remercie pour ce point relativement complet sur le chapitre sur les mobilités. On rappelle que vous avez fourni une très grosse bibliographie qui est disponible sur le site apag.fr. Vous mettrez aussi en ligne un petit diaporama qui rappelle les grands concepts autour de la notion de mobilité. Et puis, on se retrouve dans la deuxième partie de l'émission pour évoquer une étude de cas spécifique sur mobilité, migration et tourisme en Corse. Merci Pierre. Merci. Retrouvez-nous sur Twitter @brefclasse. Tout le contenu de l'émission, la bibliographie, les documents exploités par l'auteur sont disponibles sur le site officiel de l'APAG www.apag.fr.